Si je reviens rapidement vers vous, c'est que notre budget n'est toujours pas bouclé et que cela constitue pour nous une grande préoccupation. Ce budget est d'autant plus indispensable qu'il va être principalement tourné vers la sécurité. Il nous faut impérativement moderniser le puissant site de TV Liberté, mais plus encore, le protéger des attaques informatiques dont il est fréquemment l'objet. La sécurité comme première priorité. Je sais les efforts consentis par beaucoup d'entre vous et je n'ignore pas la difficulté supplémentaire des fins de mois actuellement. Mais si chaque abonné nous donne ne serait-ce que 1 euro, nous sommes sortis d'affaires pour plusieurs mois. C'est donc à notre portée. Merci de votre aide rapide. Chers amis de TV Liberté, bonjour. J'ai la joie de recevoir ce matin Brigitte Lindy. Bonjour Brigitte. Bonjour Anne. On vous connaît à TV Liberté, en tout cas les premiers téléspectateurs, puisque vous nous avez offert de jolis spectacles pour les enfants. Vous êtes venue aussi pour un premier livre qui s'appelait L'Aube de Jéricho, oui. Publié chez Alain Sanders à l'atelier Faulfer. Qui était déjà l'ouvrage de résistant. Oui. Rappelez-nous ce livre. Alors, L'Aube de Jéricho est en fait la continuation d'un livre que Alain Sanders et Serge de Beketch avaient coécrit. Et j'ai repris la ligne directrice, en fait, qui parle de sécession. Donc, ça me fait rire maintenant que tous les livres sur la sécession sortent, mais c'est très bien. Et c'est eux qui, les premiers, avaient eu cette idée de sécession. Et j'ai raccordé l'histoire de 1992 à aujourd'hui, en fait, avec des résistants. Et cette sécession, c'était la résistance sur une colline, voilà, d'un certain nombre d'hommes et de femmes. Ce qui est une idée qui se répand. Il y a eu le livre de Bernard Gantois aussi. Ouais. Je ne sais pas si vous l'avez lu, mais c'est une fable politique et c'est aussi la résistance d'un petit groupe de jeunes gens. Le livre pour lequel vous venez ce matin s'appelle Les Derniers Croisés et il est d'une actualité terrifiante puisqu'il met en scène des héros militaires au Mali. Alors, au Sahel. Au Sahel. Au Sahel, voilà. Et ce qui est très étonnant, c'est que le scénario vous en a été donné par Jean Raspail. Oui. Donc nous sommes 3 dans ce studio. Il est là, Jean Raspail. Il ne prendra pas part à la conversation, mais son ombre sera bien présente. Alors, rappelez-nous ce que vous a dit Jean Raspail. Donc j'étais à la fête de la Courtoisie, oui, avec l'Aube de Jéricho, et Alain, en fait, avait passé à Jean Raspail le livre. Jean Raspail avait lu, oui, l'Aube de Jéricho, et il avait écrit un petit mot très gentil, disant que c'était un livre épatant et qu'il avait beaucoup aimé la fin. Je fais une parenthèse. Jean Raspail était inouï parce qu'il lisait les livres qu'on lui envoyait. Oui, tout à fait. Moi, je lui ai envoyé le livre de Romain Guérin sur la France, le journal d'Anne France, qui était un livre qui m'avait infiniment touchée. Et il a écrit une lettre à ce jeune romancier qui fait encore son bonheur. Oui, oui, tout à fait. Avoir une appréciation de Jean Raspail sur son livre, voilà, ça vaut tous les prix littéraires. Voilà, exactement. Donc j'étais allée le remercier, en fait, pour son petit mot très gentil. Et il m'a dit, j'ai une idée de roman pour vous. Et lors d'une pause, parce qu'il prenait, sur la fin, il prenait des pauses. Toujours. Il a toujours, au milieu, pris une pause pour aller fumer sa cigarette. Voilà. Et donc, Alain Sanders était avec nous. Et Alain le rappelle d'ailleurs dans sa préface. Oui. Et il a présenté donc le pitch, comme dit Alain Sanders. En effet, ces soldats français... En français, c'est l'intrigue. Oui, l'histoire. Enfin, oui.
Le sujet, ces soldats français, dans un pays étranger, appelés par un village chrétien qui est attaqué. Le village est à 1 heure de route à peu près, donc Jean avait dit à cheval, en voiture, tout ce que vous voulez. Et quand ils arrivent, tout est détruit, les gens sont morts. Et surtout, ce que le capitaine français voit, c'est que l'église a été pillée et que le chef de la bande a emporté le Saint-Sacrement. Et c'est un détail qui chiffonne le capitaine. Et les hosties. Oui, voilà. Donc les vases et les hosties consacrées. Et ce détail chiffonne le capitaine, qui se dit il faut poursuivre, il faut comprendre pourquoi est-ce que le chef a agi comme ça. Et il y a procès. Ah, on n'en dit pas plus tout de suite. Voilà. On va lire les exergues que vous avez choisis à ce livre, qui sont très beaux, qui sont très clairs, j'ai envie de dire, parce que, notamment, on va citer Jean Raspail dans Septentrion. Tout est dans Septentrion. La guerre est devenue chiennerie, et le métier des armes ravalé à celui d'éboueur de vies humaines, depuis qu'on se passe de Dieu pour sanctifier l'acte de mort, bénir les étendards et confesser d'autorité les armées. Tout est dit. Oui. En dehors, on pourrait même ajouter aussi l'appellation stupide de crime de guerre. Oui. Qui ne sont qu'en réalité des actes de guerre. Tout à fait. La guerre, c'est sale. La guerre, c'est sale, voilà. Alors, avoir inventé l'idée de crime de guerre, c'est très... c'est moral, c'est merveilleux, c'est le progrès, mais ça ne tient pas vraiment compte de la réalité. Exactement. Votre livre fait se poser 1001 questions. Il est extraordinairement emblématique de notre époque. Malheureusement, nous vivons dans la guerre tous les matins, oui. Sur lequel sont alignés mensonge sur mensonge. Et donc, c'est un livre, chers amis de TV Liberté, extrêmement touchant. J'en ai pleuré. Je ne pensais plus que ça m'arriverait encore un jour, parce que j'étais un peu blindée. Eh ben non. Non. Alors... une autre citation que j'aime beaucoup, c'est « Le soldat n'est pas un homme de violence. Son mérite est d'aller sans faillir au bout de sa parole, tout en sachant qu'il est voué à l'oubli. » Et enfin, grande personnalité de notre temps, le commandant Élie Denoy de Saint-Marc, qui, je le rappelle, a fait 2 fois de la prison. Oui. Excusez du peu, notre siècle est merveilleux dans sa clairvoyance, parce que mettre en prison le commandant Élie Denoy de Saint-Marc, il faut oser. Oui, qui a été fidèle à la parole donnée. Ouais. Mais il s'est trouvé des tribunaux pour le faire. L'homme est quelque chose qui vaut la peine d'être dépassé. Et le dépassement suprême, c'est de risquer sa vie pour quelque chose que l'on croit supérieur à soi-même. Et c'est là où l'on trouve le mystère de la guerre et de ces hommes qui font de leur mort l'accomplissement de toute une vie. Ouais. Voilà pour ces exergues qui sont... alors, je ne les lis pas, mais vous rendez hommage à vos ancêtres, à votre grand-père, et à celle du régiment colonial chasseur de chars, avec lequel il a débarqué en Provence lors de la 2e vague, le 16 août 1944. À la mémoire de tous les soldats français qui portaient fièrement nos 3 couleurs sur des théâtres d'opérations extérieurs et morts loin de chez nous. Et la citation d'Antoine de Saint-Exupéry, que je disais tout à l'heure, « Le soldat n'est pas un homme de violence ». J'avoue qu'en préparant cette émission, j'ai voulu trouver une photo d'un enterrement de soldats, enfin, d'une cérémonie en hommage à ces morts, disparus en OPEX. Et je suis tombée sur les portraits de ces hommes jeunes. Et ça, c'est insoutenable. 18 portraits de face d'hommes jeunes et souriants. C'est insoutenable. Alors, revenons à votre
vos pages. Les premières lignes, c'est le récit du fait d'armes. Oui. Alors, ce qu'il y a d'amusant chez vous, c'est que vous êtes une mère de famille, très occupée. Vous avez 6 enfants. 6 enfants. Et on a l'impression que vous êtes partie en OPEX, ensuite on a l'impression que vous êtes avocate ou juge, mais le fait juridique n'a absolument aucun mystère pour vous. Les petites diableries ministérielles, les petites combines ministérielles n'ont pas non plus de secret pour vous. C'est quand même étonnant que cette patte humaine vous soit aussi proche, alors que dans votre vie, elle est loin. Vous êtes vous touchez oui, familialement le fait familialement, militaire. le fait militaire n'est pas inconnu. Non. Le fait juridique, par contre, beaucoup plus. Donc Maître Trémollet de Villers m'a conseillé parce que sur le coup, j'ai pensé à l'affaire Firmin Mahé, et comme il a pris la défense d'un des soldats dans cette histoire. Qu'est-ce que c'était l'affaire Firmin Mahé? C'était ce coupeur de route en Côte d'Ivoire que les Français avaient capturé et qu'en fait ils ont tué sur le chemin pour le ramener en prison. Bon, ça a été assez compliqué, il y a eu procès donc, et Maître Trémollet était un des avocats, donc je me suis dit... De l'armée française? D'un des soldats, voilà. Oui. Donc je me suis dit, s'il y a procès, c'est à lui qu'il faut que je demande des conseils un petit peu, voilà. Pour tout ce qui était vraiment la forme du procès, les procédures formelles, c'est une de mes belles-sœurs qui est juriste et qui m'a conseillé. Voilà pourquoi ce livre résonne de façon très authentique. Donc voilà, bon, et puis je fais une petite parenthèse, mais on conspue beaucoup le latin et le grec, mais je pense que le fait de faire ces humanités, ça permet de pouvoir s'adapter plus facilement à différentes situations. Ça prépare à tout. Voilà. Mais d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a supprimé le latin et le grec, pour faire de sinistres crétins. Voilà. Enfin, je suis un peu violente, non. Mais moi, je suis une demi-crétine, je n'ai pas eu la chance d'apprendre le grec. Parce que dans mon école, le grec était réservé aux alphas, c'est-à-dire les filles très bûcheuses, ce que je n'étais pas encore à l'époque. La définition du livre, eh bien, j'ai envie de la citer, chers amis TV Liberté. Nous sommes dans le prétoire et l'avocat, Maître Join, se lève et s'exprime. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les jurés, vous avez à juger aujourd'hui un cas quelque peu étrange. Un officier de l'armée française se retrouve dans le box des accusés avec ses hommes pour avoir neutralisé un chef de guerre ennemi, pillard et assassin sur un théâtre d'opération extérieur et causé la mort de 3 de ses subordonnés. Là, le décor est planté. On a quand même l'impression d'une inversion totale. Oui, parce que faire la guerre au loin, c'est compliqué, parce que les intérêts de la France sont-ils en jeu quand on va au loin. La réalité du terrain n'est pas la même que ce qu'on a chez nous. Il est évident qu'en Afrique, les mentalités ne sont pas les mêmes qu'en Europe. Et il faut s'adapter. Or là, on arrive à une politique menée par des politiciens hors sol qui disent nous, en France, par exemple, c'est la laïcité, c'est l'intérêt de défense stratégique. C'est de la pacification. Voilà, oui. Parce qu'aujourd'hui, on ne fait plus la guerre, on fait la pacification. Voilà, le soldat est un soldat de la paix, mais le problème, c'est que qui veut la paix prépare la guerre. Donc le soldat, il est là pour faire la guerre, c'est son métier. Et là, ils font du travail de police. Et forcément, c'est compliqué. Il faut toujours s'adapter. Et en même temps, nos soldats sur le terrain voient des choses, mais les politiques leur ordonnent de faire des choses qui ne vont pas dans le sens du terrain. C'est compliqué. Là, c'est sûr qu'au bout d'un moment, ça ne peut pas marcher. Alors, ce qui est très amusant, enfin très amusant, non, c'est triste, c'est que en même temps que je lisais votre livre, qu'on ne lâche pas, encore une fois, aux États-Unis, où il y a en ce moment, vous le savez, des massacres de jeunes, d'ailleurs d'enfants. Un homme s'est pointé dans une fête de quartier où il y avait une remise de prix.
Et il est venu avec une arme automatique qu'il commençait à redresser. Et une femme est arrivée, elle avait un pistolet au poing et elle l'a tué. Là, et il a été dit, aucune poursuite ne sera engagée contre elle. Là, c'est vraiment de la légitime défense avec des moyens égaux de part et d'autre. C'est-à-dire un pistolet contre pistolet. Donc. Non, je pense qu'il avait une arme beaucoup plus grosse que le pistolet. Donc c'est très intéressant, c'est qu'à force de subir des massacres, on a envie de dire que la réalité, c'est réimposé. Oui, elle serait, oui, au bout d'un moment, de toute façon, chasser le naturel, il revient au galop, pareil, ne voulez pas... La réalité est telle qu'à un moment donné, vous allez vous la prendre dans la figure. Et puis bon, il est plaisant que ça soit une femme. Oui. Mais oui, et en même temps, c'est pas étonnant, parce qu'une femme, je pense, comme aujourd'hui, évidemment, ça n'est pas ça du tout dans l'esprit du temps, mais une femme, elle est gardienne de la maison. Elle transmet vraiment à ce niveau-là, c'est vraiment la gardienne de la maison. Et quand sa maison est en danger, les Vendéennes l'ont fait, et ben elles prennent les armes et elles tirent dans le tas. Parce que c'est la maison qu'on défend, avec tous les occupants. Mais on peut dire la même chose des soldats. Ils défendent la maison, ils défendent la France. Oui. Ils ne se battent pas pour une idée, ils se battent pour du concret. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans ce ministère très vite après l'annonce de la mort de ce bandit terroriste qui n'a pas hésité quand même à massacrer tout un village. Oui. Que s'est-il passé dans le ministère? Alors, ministère des Armées. Voilà, les comptes rendus arrivent. Et puis, nous avons un fonctionnaire zélé qui épluche et... Quand il voit butin religieux, donc poursuite, décidée par le capitaine, automatiquement dans sa tête, ça fait une grosse tempête et il décide de remonter ça tout de suite au ministre parce que le principe de laïcité étant une des valeurs intouchables de la République, il n'a pas été respecté par le capitaine au loin. Donc il faut faire un exemple, il ne faut pas que ça se reproduise par rapport aux populations locales. Cette laïcité nous permet une certaine neutralité. Or là, on prend fait et cause pour... un camp, là-bas, et ça ne va pas pouvoir le faire. Et donc, il alerte la ministre, et toute la machine administrative se met en marche à ce moment-là, et une machine qui broie, finalement, parce que on en est à dire, le règlement, c'est ça, donc il faut en rester au règlement. On n'essaye pas de comprendre ou d'adapter par rapport à la situation. C'est le règlement, vous appliquez, et puis c'est tout, quoi. Absolument. Et donc, notre officier se présente au palais de justice, entouré de deux de ces hommes. Tous ces hommes, tout l'escadron, c'est-à-dire le lieutenant. Tout l'escadron est suivi, oui. Les hommes les soldats qui composent l'escadron et les chauffeurs. Ils partent dans ils sont responsables aussi parce qu'ils ont participé. Voilà. Oui. Alors eux, évidemment, ils conduisent, hein. Mais tout le monde est dans le box. Sachant que l'escadron et les deux officiers sont dans le box des accusés. Sachant que le principal accusé est le capitaine. Alors, il y a un officier qui a perdu l'usage, qui est devenu paraplégique, un de ses soldats. Et il y a les deux familles dont les soldats sont morts. Et quelle est la réaction des familles? Alors, la première famille réagit très mal. En disant, en se basant justement sur ce principe de laïcité, et que le capitaine a fait une faute grave, puisque ça a porté la mort du soldat. L'autre famille, catholique, elle pour le coup, soutient le capitaine en disant, les hommes qui partent là-bas, c'est la guerre, donc ils vont tuer à un moment donné, et malheureusement, ils peuvent être tués aussi, et on est conscient que ça peut arriver. On est conscient que c'est un sacrifice qu'on demande aux familles aussi pour ces soldats qui partent au loin. Et la famille, de même que lui est prêt à faire le sacrifice de sa vie, la famille est prête à accepter ce sacrifice-là. Oui. Et donc c'est deux attitudes complètement différentes. Et en même temps, une des journalistes souligne bien qu'une guerre qui se fait au loin, où on a du mal à appréhender, parce que chez nous, pour l'instant, ça va. Donc on a du mal à appréhender une guerre où on peut mourir, oui, on peut tuer, où parfois il faut tuer, et où on peut être tué. Ouais. Alors, voilà ce que dit
l'officier qui s'appelle Jean Hautefort, c'est déjà un très beau nom, et le lieutenant Bertrand de Vaucourtois. Donc on lui demande, lors de son procès, « Vous ne regrettez rien ?» demande acerbe maître Herbert. « Ça ne changerait rien, ça ne ramènera pas nos camarades tombés, ça ne rendra pas ses jambes au lieutenant Vaucourtois. En tant que chef, ma décision a été lourde de conséquences. Je savais que mes ordres pouvaient amener à donner la mort à nos ennemis comme prendre la vie des miens. Quand ils nous ont repérés à l'oued et que l'attaque a démarré, je savais que l'issue serait fatale. Elle aurait dû l'être pour moi. C'est moi que Mahmoud Ben Hadjad visait. C'est moi qui aurais dû prendre ce tir mortel. C'est moi qui aurais dû y rester. Alors ma décision, oui, je l'assume pleinement. Je n'ai pas reculé devant Mahmoud Ben Hadjad. Je ne reculerai pas ici non plus. Il fallait pacifier une région. Elle l'a été, mais il fallait en payer le prix. Nous l'avons payé. Je l'ai dit à mes hommes et ils l'ont compris. Alors ça continue dans la guimauve. La douleur des familles ne compte rien pour vous alors. Aussi, elle compte même énormément. Beaucoup de sacrifices ont été demandés aux familles pour la France. Je le sais bien, 4 à 6 mois d'absence, c'est long pour une épouse et des enfants. Et pour mes 3 hommes, l'absence est définitive. Ils sont morts loin de chez eux, loin de leur famille, dans une guerre asymétrique où les populations locales en première ligne souffrent et meurent elles aussi. Ils avaient fait, en s'engageant, le choix d'aller jusqu'au sacrifice suprême. Ce fut dit et redit lors des préparations pour l'OPEX. Nous n'avons pas envoyé au loin des ignorants sur ce qui pouvait arriver. Ceux qui ne voulaient pas, ou plus, partir, pouvaient le faire. Et ils sont restés tous, parce qu'ils voulaient que leur vie serve à quelque chose de bon, d'utile. Ils voulaient se donner à une cause qui le mérite. Donc le décor est bien planté, mais est-ce que vous avez l'impression que cette attitude est comprise dans notre population aujourd'hui ? Enfin, ou en tout cas dans ceux qui gouvernent les médias. Non, pas trop, parce que nous sommes dans une... Si vous voulez, depuis plusieurs années, c'est l'individualisme à tout crin. C'est moi d'abord. Et puis, ce confort qui nous abétit et nous rend mou. Donc forcément, c'est difficile. Il est vrai que si on demandait à des jeunes gens aujourd'hui, est-ce que vous êtes prêts à mourir pour la France ? Je ne sais pas si la plupart d'entre eux diraient oui. C'est très difficile. Alors, il y a qu'à voir avec la guerre en Ukraine, où on en voit qui partent, plein de générosité, et puis qui reviennent au bout de 2 jours en disant « mais c'est horrible, il y a des morts, on se fait tirer dessus, mais c'est la guerre, garçon, t'es au courant, pas au courant, il se passe quoi là ?» Donc, on ne donne plus à nos jeunes générations un idéal. Automatiquement, l'idéal se résumant à manger, dormir, s'amuser, on va pas continuer parce que... s'amuser. Bon, les esprits ne sont plus préparés à ça. On n'est plus préparé à souffrir, on n'est plus préparé à tout ça du tout. Donc, il y a un moment donné où la réalité va de nouveau venir se rappeler à nous. Alors, pas tous nos jeunes, parce que c'est vrai que voilà, dans nos familles et dans nos écoles, on les prépare quand même. Mais la plupart de nos jeunes, qui ne sont pas plus mauvais que les autres, mais qui n'ont rien reçu, automatiquement, non, ils n'iront pas ou ils ne voudront pas. Pourquoi ? Non, puis on crache trop sur la France pour la représenter en personne pour laquelle il faut donner sa vie. Exactement, donc, oui. Mais ça fait penser à ce que disait Vladimir Volkov, la prière à Jeanne d'Arc de Vladimir Volkov. Où il commence en disant « Sainte Jeanne d'Arc, je vais vous demander un miracle. » Non, pas un, 10. 10 miracles pour la France. Et il énumère, et la dernière... Et là, Sainte Jeanne d'Arc, je vais vous demander un truc de fou. Donner aux Français une belle et grande aventure. Qu'ils oublient leur compte en banque, qu'ils oublient leur frigo, qu'ils oublient leur confort. Mais donnez-leur une belle et grande aventure dans laquelle ils partiront vraiment. Ils iront
avec gaieté, tout en disant bon bah oui, on y restera peut-être, mais au moins on aura fait quelque chose de nos vies. Alors que là, on végète quoi. C'est très bien que vous rappeliez cette prière de Jeanne d'Arc. Où est-ce qu'on la trouve déjà? Je m'en souviens très bien maintenant. Je l'ai vu passer sur Internet il y a quelque temps, mais elle se trouve, oui, elle se trouve. On tape. Mais c'est très intéressant d'ailleurs ce qu'il dit dans cette prière. Chaque ligne de Volkov comme de Raspail sont précieuses, encore plus aujourd'hui. Oui. Enfin, j'en ai l'impression que tout notre présent justifie leurs propos. C'est étonnant. Oui, tout à fait. C'est le moment de parler d'un livre que je suis en train de lire, que j'ai redécouvert dans ma bibliothèque, qui s'appelle de Jean Cau. L'enfance en culotte courte. C'est une série de petites nouvelles. Ça se passe à Bram. Bram, c'est tout près de Castelnaudary. Oui, tout à fait. C'est là qu'il est enterré. Et c'est une merveille d'écriture. C'est une merveille de finesse psychologique. C'est toute la France d'hier qui ressuscite. Et c'est un livre absolument superbe. Procurez-le vous d'occasion, vous le trouverez sûrement. Oui. Mais vraiment, c'est quelque chose de très joli. Et on voit la chair de la France profonde en ce temps-là. Ce qui est tout à fait bien fait. Il faut revenir aux fondamentaux. Il faut revenir aux fondamentaux. Vous campez dans ce décor, d'ailleurs, le député qui prépare une proposition de loi pour abroger les traditions chrétiennes et les saints patrons dans l'armée, avec notamment la Saint-Michel pour les paras. Oui. Alors, la Saint-Michel pour les paras, si elle saute, beaucoup ont dit ça va être la mutinerie. Enlever Cameron aux légionnaires, ou même Bazeille à l'infanterie de marine, mais ça ne va pas passer du tout. Et c'est ce que dit la journaliste. Sous prétexte que la France aujourd'hui, du moins les soldats, ont des horizons diverses, plutôt que de leur dire la France c'est ça, on va dire on va prendre un peu, on va pas faire parce que vous comprenez par rapport à votre. C'est ça, on va les gêner. Voilà, on va vous gêner. Mais dans ce cas-là, vous vous engagez pas et puis c'est tout. Donc la France, c'est la tradition à travers l'histoire et les faits. Sainte Jeanne d'Arc, c'est quand même notre plus grand chef de guerre. C'est une femme. Bon, Sainte Geneviève pour les gendarmes, c'est quand même grâce à un trouble à l'ordre public qui a été géré par Sainte Geneviève que c'est la patronne des gendarmes. Sainte Barbe pour les mineurs, pour les sapeurs, c'est notre tradition à nous, française. Donc. Oui, dans toutes les hangars des pompiers, il y a la statue de Sainte Barbe. Il y a 2 ans, je suis allée dans une caserne de pompiers et j'ai été surprise de voir Sainte Barbe. Même si ce ne sont plus des catholiques pratiquants ou quoi, c'est une tradition culturelle qu'on garde. Et en fait, si on approche tout ça, qu'est-ce qui reste de la France finalement ? Si vous êtes d'accord, et je suis sûre que vous le serez, on va entendre la prière du para. Oui. Mon Dieu, donnez-nous. Oui, tout à fait. Parce que ceux qui ne la connaîtront pas seront tout à fait impressionnés et heureux de l'entendre. Oui, elle est rappelée à la fin du livre. Oui, elle est rappelée, c'est pour ça que je le dis.
Alors, ce procès, c'est tout de même une menace de 20 ans de réclusion. Oui. C'est quand même beaucoup. Bon, c'est le code pénal qui... Dans le code pénal, pour cette situation-là, c'est 20 ans de réclusion criminelle. Oui, oui. Ou 30 ans. Mais toutes ces agressions... Alors, quand c'est un chauffeur de bus qui est tabassé, il n'y a pas d'intention de donner la mort. Non, pas du tout. Mais là... Alors, ce qui est étonnant, c'est que vous êtes allé chercher un professeur... le prétoire est allé chercher un professeur pour donner son avis sur ce qui se passe là-bas. Oui, en Afrique. Et là, on a l'impression que c'est Bernard Lugan qui parle. Oui, oui. On reconnaît vos sources. Il explique que tous ces pays ont vu leurs frontières déterminées par Paris, Londres et probablement New York, tout à fait. Sans strictement aucun rapport avec la situation sur le sol. Tout à fait. Que c'était des tribus, les unes sédentaires, les autres nomades, et que c'était donc une catastrophe de faire ça. Et vous rappelez que la meilleure frontière est celle qui sépare les zones de transhumance. Oui, oui. Ça, mais allez expliquer ça à un pauvre fonctionnaire du Quai d'Orsay ou du ministère de l'Intérieur, ce n'est pas possible. Non, ce n'est pas possible. La transhumance, c'est quoi ? Oui. Il ne connaît que la transphobie. Oui. Donc, oui, non, tout à fait. Ils sont déconnectés du réel. Donc ça applique des règlements absurdes. Ouais. Et puis, il faut que ça rentre quand même. Si vous laissez carré, il faut que ça rentre dans un rond. Donc, ça y va à coup de tatane, mais ça ne rentre pas. Voilà. Donc, et pareil, la réalité leur revient dans la figure, mais ça, c'est sûr. Les Américains devraient être au courant parce que leur peuple s'est créé sur la bataille entre les éleveurs de bœufs qui transhumaient, qui laissaient leurs bêtes courir galoper sur des hectares de terrain, et les sédentaires, c'est-à-dire les agriculteurs qui voulaient protéger leurs champs de maïs. Je conseille aussi un film joli qui s'appelle Les Cavaliers du désert, qui est un vieux film. Et le dilemme se pose là. Enfin, c'est un vieux dilemme. C'est pas... Mais encore une fois, il faut savoir ce que c'est qu'un sédentaire. Il faut savoir ce que c'est qu'un éleveur de troupeaux. Oui, tout à fait. Alors, le nerf de la guerre, c'est que c'est une guerre de religion, en réalité. Oui. Et ça, on ne veut pas le voir, puisque la République nie les religions. Oui, bah oui. Non. Donc on va appliquer la laïcité, comme ça on va mettre tout le monde d'accord. Et comme dit la psychologue, à vous entendre, on va regarder les musulmans et les chrétiens se mettre entre eux et sous prétexte de laïcité, pas prendre position. Il y a un moment donné où il faut prendre position. Vous ne pouvez pas rester neutre, ça n'est pas possible. Donc c'est sans fin. Il y a à un moment donné, les gens, les locaux, vous vont dire aux Français, rentrez chez vous, ça sert à rien, vous ne servez à rien. C'est plus ou moins d'ailleurs ce qui se passe. Et tant qu'on ne prend pas en charge le réel et qu'on ne fait pas confiance à ceux qui sont sur le terrain, parce que le ministre a des conseillers, très bien, mais le conseiller, il prend quand même connaissance de ce qui se passe sur le terrain. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il y a une sainte trouille chez les politiques et les gens des ministères du coup d'État. Donc, ils vont réduire les militaires avec cette phrase effroyable la guerre est une chose trop importante pour la confier aux militaires. Ce qui est quand même une phrase terrifiante. Oui. D'abord de bêtises, parce que c'est pas les ronds de cuir qui assument, qui portent l'armée et qui sont au feu et qui risquent la mort. Elle est stupide et
elle est inconsidérée, enfin, je veux dire. non. Mais ils sont tétanisés par Franco. Oui. Il y a eu des précédents et on n'en veut pas, donc on met tout le monde sous cloche et puis terminé. Mais alors, il y a quand même une bonne nouvelle dans votre. Il y a de bonnes nouvelles dans ce livre. C'est la position de l'évêque. oui, Et l'évêque de ce pays, qui s'appelle Monseigneur Nakame. Et alors, le petit QI qui est à l'origine de toute cette effroyable mascarade va discuter avec l'évêque. Et il lui demande « Mais qu'est-ce que c'est qu'un héros ?» Monseigneur Nakame regarda au loin la croix du chapelet dans sa main. « Sans doute n'y a-t-il plus de héros en Occident pour que vous me posiez la question, monsieur. Ou alors, ils ne sont pas visibles au commun des mortels. Que voulez-vous dire ?» L'évêque ferma les yeux et prit une grande respiration. On a beaucoup parlé pendant le procès de sacré, de rites, de liturgie, de tout ce qui dépasse l'homme et son humble condition. De quelque chose qui vaut la peine de se battre et d'aller parfois jusqu'à la mort pour la défense et la sauvegarde de cette entité insensible qui se traduit par des gestes sensibles. Eh bien, le héros est celui qui donne tout jusqu'à sa vie pour ce qui le dépasse. Parce que si cette cause sacrée disparaît, c'en est fini de l'humanité et de la civilisation. Pourtant, Hautefort ne croyait pas en Dieu et il a bien pris la défense des chrétiens au Sahel, dit Denain. C'est tout à l'honneur du capitaine de nous avoir défendus et protégés. Denain renchérit. Et Mahmoud Benadjab, même si c'était un terroriste et un tortionnaire, se battait pour quelque chose qu'il estimait intouchable. Que faire quand deux causes, considérées comme sacrées, s'entrechoquent ? Votre question est assez pertinente, reconnut Monseigneur Nakame. À cela, je répondrai qu'on juge l'arbre à ses fruits. Si l'une porte la division, la mort et la destruction, ceux qui sont prêts à mourir pour elle sont des assassins ou des idiots utiles, voire même les deux. Si, au contraire, elle permet la protection des innocents, la sauvegarde des choses naturelles, qu'elles soient matérielles ou spirituelles, la défense du bien commun, en somme, ces défenseurs sont des héros. Mais peut-être, pour bien comprendre cela, faut-il croire en Dieu ou au diable ? Là, vous expliquez toute l'idée de la guerre dite juste de Saint-Augustin. oui, tout Ça, à fait. c'est juger l'arbre à ses fruits. Juger l'arbre à ses fruits, tout à fait. Et en fait, on est sans arrêt dans une comparaison entre les terroristes musulmans et les soldats français, ce qui est effrayant. Oui. C'est-à-dire que les terroristes musulmans, ils se battent pour chasser les chrétiens parce que c'est l'expansion islamique qu'ils veulent. Alors qu'en face, vous avez des chrétiens qui tiennent comme ils peuvent, qui sont en première ligne, de fait, qui meurent dans l'indifférence générale. La Black Lives Matter, on les entend pas, hein, et avec des soldats qui tentent de maintenir, de protéger des innocents, en fait. C'est vraiment ça, la protection de l'innocent. Parce que finalement, ces populations sur place, elles n'ont rien demandé. Et alors, quand elles ont commencé à se défendre, oui, les soldats français sont venus, mais avant, elles pouvaient se faire massacrer dans l'indifférence générale. Donc, c'est ça, si vous voulez, c'est vraiment la guerre juste. On se bat pourquoi ? Il n'y a qu'à voir en Ukraine, d'ailleurs. Tous ceux qui partent se battre en Ukraine. Pourquoi allez-vous vous battre là-bas ? Pour les droits LGBT ? Pour les mères porteuses ? Pour la pédocriminalité Non, on ne va pas se battre pour ça. Pour les laboratoires de biochimie, voilà, exactement. biochimiques d'armes. On ne va pas se battre pour ça. Enfin, c'est... Non. Ce qu'il y a d'étonnant aussi, je me suis fait cette réflexion en lisant votre livre, c'est que certaines vérités nous reviennent dans la tête des Français, par des esprits africains pointus et très intelligents. Oui. Donc cet évêque,
qui nous explique, parce que lui connaît le conflit, islam, catholicisme. Et puis c'est pas un conflit éthéré, n'est-ce pas, là-bas, c'est un conflit à mort. Oui, oui, oui. Enfin, ça le devient aussi en France. Mais, ça comment, oui, on y arrive. En France, on peut dire que les musulmans sont très protégés. Oui. C'est évident. Les catholiques peuvent être tournés en ridicule par Charlie Hebdo, ça n'a aucune importance. Non. Il n'y a aucune condamnation. Par contre, un journal comme Rivarol est sous le coup d'accusations absolument monstrueuses. Mais il y a toujours 2 poids, 2 mesures. Oui. Il y a aussi le cardinal Sarah, qui a pris position très pleinement pour dire quoi. Il leur a dit, si vous ne nous écoutez pas, nous, qui vivons une lutte entre les musulmans et nous, vous allez le connaître en France. Et puis il a envoyé loin toutes les accusations sur la colonie affreuse, atroce et meurtrière. Il l'a dit, si je n'avais pas été élevé dans une école française, je n'aurais pas pu faire d'études. Oui. C'est les pères blancs qui m'ont tout appris, qui en plus de faire de moi un chrétien, m'ont tout appris. Alors l'évêque le dit bien, vous êtes pétri de votre laïcité, c'est une base chrétienne, puisque vous vous dites, mais Jésus-Christ a dit que il faut rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Donc vous prenez une source chrétienne pour justifier le fait de dire aux chrétiens plus loin. Donc il faut être cohérent aussi. Puis il y a un troisième message africain qui est important, c'est le refus des présidents du vaccin. Oui, en plus. Ils commencent à le connaître, à savoir le problème, parce que je crois qu'il y a eu... On vient de découvrir 6 laboratoires au Nigeria d'armes biochimiques. Mais Bill Gates a plus ou moins vacciné là-bas avec des conséquences énormes pour les enfants. Enfin, c'est inadmissible, comme en Inde. Il est interdit de séjour en Inde et il va bientôt lui arriver la même chose en Afrique. Donc ils sont prévenus, ils ont compris et ils nous alertent. Je trouve que c'est assez étonnant ces 3 messages qui nous viennent d'Afrique et des sages africains. Oui. Mais alors justement, à propos des pères blancs, le jeune Blaise, qu'on voit dans l'histoire, dit bien, mais les pères blancs, ils luttaient contre l'esclavage, ils ont libéré mon grand-père, qui était esclave de la tribu Bidule. Donc les pères blancs, ça renvoie au livre du père Benoît, sur le chouan du Tanganyika. Oui, que j'ai adoré. Qui est ancien zouave pontifical, qui part au Congo avec les pères blancs et qui protège les populations contre les esclavagistes. Mais ça, on n'en parle pas. Oui, c'est un très joli livre. Vous faites bien de le rappeler. Voilà. C'est une épopée étonnante. Donc, c'est le chouan du Tanganyika par le père Thomas. Père Benoît. Père Benoît, voilà. Tout à fait. Donc, la France a quand même fait des belles choses en Afrique. Et le fait qu'ils reviennent, bon... Il ne faut pas dire quand même. La France a fait de belles choses. La France a fait de belles choses, oui, tout à fait. Mais de fait, on n'a pas écouté nos militaires. C'est mon grand-père qui disait qu'il fallait suivre. Je l'ai mis en note d'ailleurs, puisque Bernard Lugan le cite. Et en disant il fallait suivre les lignes de transhumance pour faire les frontières. Et mon grand-père le disait avant la guerre, avant la guerre de 40. Donc, on l'a pas écouté, alors que c'était un homme de terrain. Bien sûr, voilà, bien sûr. C'est sûr. Brigitte Lundy, merci d'avoir écrit Les Derniers Croisés. Merci à vous. Avec une préface d'Alain Sanders. C'est chez Du Alpha ou Du Temps. Et achetez ce livre, chers amis de TV Liberté, et offrez-le. Vous en serez remerciés, croyez-moi. Vous avez déjà un petit manuscrit en... je continue, oui. Je continue Les Chefs Vendéens. Les Chefs Vendéens, voilà, c'est ça. J'espère terminer Monsieur Henri bientôt. Monsieur Henri, et le dernier, c'était... Le dernier, c'était Bonchamp. Bonchamp, absolument. Voilà. Et puis j'ai d'autres idées. Et vous pouvez trouver ce livre à... Livres en famille. Voilà. C'est un excellent site de vente par correspondance. Voilà. Et n'allez pas sur Amazon, parce que là, le dernier coup qu'ils nous ont fait, je ne le supporte pas, d'avoir pris tous les droits du match Djokovic-Nadal. C'est quand même hallucinant. Une société américaine qui prend les droits privés donc les gens qui n'ont pas d'ordinateur et les gens qui n'ont pas la manipulation totale de ça se sont vus privés de ce match qui était quand même un très beau match. Voilà où on en est tombé. Oui.
Merci beaucoup Brigitte Lady pour vos derniers croisés. Amis TV Liberté, à très vite. Chers amis de TV Liberté, bonjour. Je vous emmène dans un rucher patriote. Alors, qu'est-ce qu'un rucher patriote? Bonjour Thomas White. Bonjour Anne Brassier. Qu'est-ce que vous mettez sous le nom de rucher patriote? Alors tout d'abord, ce n'est pas du miel, on ne fabrique pas du miel. Voilà, le rucher patriote, c'est un site internet d'annonces et d'entraide entre patriotes. L'essence, l'objectif, c'est une sorte de, si vous voulez, de Le Bon Coin, pour citer la référence la plus connue, pour patriotes, accessible sur parrainage et aux personnes qui partagent nos valeurs. À la différence que dans Le Bon Coin, il y a assez peu de choses proposées gratuitement. Oui, c'est possible. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup. C'est vrai que sur le rucher, on a pas mal d'annonces. Vous avez des annonces de dons, de livres, etc. Même si on a aussi des annonces, c'est normal, de gens qui vendent des livres, qui vendent des bibliothèques, qui proposent des emplois ou qui en cherchent. Alors, comment est-ce que vous avez créé ce site qui... l'emblème est évident, ce sont toutes les petites abeilles, toutes les petites travailleuses qui Les emblèmes travailleuses, et puis il y a aussi, d'ailleurs je le porte ici, c'est fait par un patriote, c'est pour ça que je l'ai mis pour l'occasion, une petite broche faite par un patriote qui représente l'abeille qu'on avait retrouvée symboliquement dans la tombe du père de Clovis. Au XVIIe siècle, on avait retrouvé des abeilles, et donc c'est un symbole qu'on trouve aux racines de la royauté franque, en fait, et de la royauté française. Alors, comme la France remonte facilement à Clovis et son baptême, etc., on voit que l'abeille, c'est un symbole qu'on a déjà aux origines de la royauté franque, et qui a été repris plus tard, on le sait, par Napoléon. Donc dans la France post-révolutionnaire, ça a aussi, et avec c'est un symbole qu'on trouve dans à différents jalons de l'histoire de France. Et puis, il y a, comme vous dites, tout l'aspect... puis Napoléon, qui l'a mis partout. Voilà, Napoléon. Et puis la ruche, ça fait du miel, c'est utile, ça pollinise. C'est pas seulement utile parce que c'est bon pour nous. Il y a tous les symboles. Il y a tous les absolument. symboles. Et je vois d'abord le symbole du travail en commun. Le travail en commun. Les abeilles, je l'ai dit, qui pollinisent, c'est-à-dire qui sont utiles aussi à tout l'écosystème. C'est-à-dire que quand les abeilles s'effondrent, on le voit d'ailleurs parfois, il y a un insecticide qui s'appelle le gaucho, c'est tout trouvé comme nom, c'est bizarre, qui détruit des abeilles. Eh bien, la pollinisation et donc le développement de tout l'écosystème, les fleurs, les arbres, etc., est atteint. Alors que les abeilles, il y a aussi cette symbolique-là, parce que le rucher patriote, c'est aussi un peu qui vise à mettre en relation les patriotes, finalement. Oui. Ça a été aussi, il y a un côté pépinière, où on féconde, parce que quand on permet aux gens qui ont des talents et qui ont des convictions communes de se rencontrer, ça permet de faire éclore des projets, ou ça permet à des projets qui existent de prendre plus d'ampleur, une association, une chorale, une association pour restaurer des églises ou des châteaux, etc. Cette mise en commun des goûts et des capacités, c'est le fond de votre c'est le cœur. Opération. On pourrait résumer le cœur de l'esprit du rucher en se disant: permettons aux patriotes de se trouver, car souvent ils se sentent isolés, parce que l'environnement ambiant idéologique de notre pays n'est pas dans ce sens-là. Donc beaucoup se sentent isolés, ont l'impression d'être seuls, alors qu'on est nombreux. Eh bien l'idée, c'est permettons aux patriotes de se trouver, il en sortira forcément du bon. Alors je vais faire l'idiote. Qu'est-ce qu'un patriote, Thomas White? Très bonne question, on peut se la poser. Il y a deux définitions possibles du patriote, enfin il y en a plein, on pourrait imaginer, mais nous, celle du rucher, on en a deux. On a une courte et une longue. Alors la longue, je ne vais pas vous la faire ici, je vais renvoyer vos spectateurs à notre site internet que ils trouveront, ils tapent rucher patriote sur un moteur de recherche ou rucher-patriote.fr, ils auront notre site, et là il y a notre charte des valeurs et notre manifeste qui, en 2 pages, 3 pages, résume vraiment qui est très bien faite, très bien faite. Merci, de manière très fouillée nos valeurs. Sinon, il y a 4 chiffres qu'on trouve sur notre site aussi qui résument de manière plus courte. Pour nous, un patriote, c'est quelqu'un qui a cette conscience de temps long, de l'histoire, c'est-à-dire que Rome ne s'est pas faite en un jour. La France et la civilisation française et la civilisation même européenne, où la France est vraiment un moteur et un phare depuis des siècles, ne se sont pas faites en un jour. Donc il y a 4 chiffres qu'on aime bien citer. 1500 ans d'histoire de France, au moins depuis le baptême de Clovis. 3000 ans d'histoire de la civilisation européenne, où la France a pris cette place éminente si on remonte jusqu'à Homère à peu près, ou aux racines des grands récits homériques.
puisque nous sommes aussi héritiers de la Rome et de la Grèce antique. Et puis, peut-être plusieurs milliers d'années supplémentaires d'histoire de nos peuples sur les terres de France, des Gaulois, les Celtes, les Normands, les Écossais, bien sûr, et les Germains, et puis les Gallo-Romains, etc. Et les Varegues. On pourrait, voilà. Et 1500 ans d'histoire de France, 3000 ans d'histoire de la civilisation européenne, 50 ans. Depuis ce moment symbole qu'on va prendre, qui est mai 68, même si c'est un moment symbole, mais c'est un mouvement pour précipiter tout ça dans une situation très préoccupante, on va dire, parce qu'aujourd'hui, on sent qu'il y a un délitement complet du tissu social, des solidarités, de ce qui fait une communauté patriote, la communauté de notre patrie, au sens étymologique du mot. La patrie, c'est la terre de nos pères. C'est une notion de terre, de terroir, une notion de territoire, bien sûr, mais aussi une notion de nos pères, c'est-à-dire une notion de filiation, de conscience, justement, de temps long. Remonter à Clovis, justement, c'est un lignage symbolique à travers les rois, mais celui de notre peuple. Voilà. Mais alors, votre devise, c'est « l'anti du passé, faisons table rase ». C'est l'anti du passé, faisons table rase, parce que fondamentalement, nous, on est évidemment, on est à fond pour se projeter dans l'avenir. On n'est pas tourné vers le passé, mais on ne peut se projeter loin dans l'avenir. On ne peut se projeter 100 ans, 1000 ans, 1500 ans dans le futur pour notre peuple, pour le destin de notre peuple, que si on a conscience de ce qu'on était il y a 100 ans, il y a 1000 ans et il y a 1500 ans. Et d'avoir des racines. Plus on est capable de regarder loin et d'avoir conscience de d'où on vient loin, plus on a la capacité, en tant que peuple, à vouloir continuer à exister et à se projeter loin. C'est ça, on a une définition assez large de patriote. Alors, on va balayer toutes les propositions, tout ce qu'on peut trouver sur votre site, qui est encore dans ses premiers temps d'existence, mais qui peut devenir aussi important qu'un site comme Gens de Confiance, on espère. Qui a pris des proportions extrêmement importantes, à qui je fais une petite critique, c'est qu'il est devenu tout de même un endroit où on achète des voitures anciennes à un prix fou. On peut louer des villas en Californie à 5000 € la semaine. Des choses qui, pour une famille française, sont pas toujours d'une actualité extraordinaire en ce moment. Et par ailleurs, je pense que les services que l'on propose, qui soient soit des services au gardiennage d'enfants, à la garde d'enfants, doivent être aussi étendus à une autre catégorie de population, c'est-à-dire celles qui ont fait des enfants et des petits-enfants et qui cherchent à être aidées, qui cherchent à éviter les EHPAD et donc qui doit être protégée. Et donc, il doit y avoir aussi un réseau de gardes-malades dont c'est le métier, qui sont des gens reconnus et parrainés, parce qu'il faut parrainer ces gens-là. Mais je pense que c'est une des directions qu'il faut prendre. Vous êtes d'accord ? Absolument. Nous, on encourage tout ce qui est échange et aussi services. D'ailleurs, on a des services qui ont été proposés déjà sur le Rucher, déjà des échanges de services à la personne, aux personnes âgées, ou des personnes âgées qui cherchent une aide pour rester justement chez elles. Chez elles, absolument. On a ce type de service. Voilà, ça, c'est déjà... Ça, on encourage beaucoup. D'ailleurs, une des grosses différences qu'il y a aussi avec le Rucher Patriote par rapport à tous les sites d'annonces les plus classiques et les plus connus, c'est que nous ne sommes pas constitués sous forme de société commerciale. C'est une association. Nous sommes une association le 1901. C'est toute la différence. Exactement. Toute la différence. On est mu par d'abord un idéal de permettre aux gens de se rencontrer. On n'est pas à but lucratif. On finance uniquement par les dons des patriotes qui pensent que le projet est bon et que le projet est maintenant sa réalisation et le site lui-même et qui en sont contents. Alors, des annonces aussi extraordinaire, une invitation à faire du vol à voile. J'avoue que je n'y avais encore jamais pensé, mais rien que de voir votre invitation m'a donné l'envie de faire du vol à voile. Une invitation à participer à une chorale dans les Yvelines,
une chorale spécialisée dans les chants de France, de marins et les chants militaires. Oui, on a eu plusieurs annonces d'ailleurs de gens, c'est une demande, on voit qu'il y a une... D'ailleurs, il y a du sens aussi là-dedans, parce qu'on a plusieurs annonces de patriotes qui cherchent des chanteurs pour monter, alors c'est tantôt une chorale comme celle que vous venez de citer, il y a une autre annonce qui était parue un peu avant de quelqu'un qui cherchait... Des musiciens Non, des vrais chanteurs, des chanteurs avec... aussi. Il cherchait une soprano, une alto, une basse, lui-même étant déjà ténor, il voulait monter un chœur de musique sacrée. C'est ça. On a un jeune compositeur aussi très talentueux qui a composé une musique symphonique très très belle, alors qu'il est tout jeune, qu'il a déjà fait enregistrer et qui cherchait des chanteurs pour interpréter un hymne patriote, qui est patriotique, qu'il a composé et qui a déjà commencé. Il a trouvé un ingénieur son grâce au Rucher, il a déjà trouvé quelques contacts pour des chanteurs. Voilà. Donc nous, on aime beaucoup encourager les arts en général. Alors le Rucher n'est pas que tourné vers les arts, hein. Ça peut être aussi beaucoup plus pragmatique. On a aussi des annonces du type je vends un vélo, je loue une maison ou j'en vends une. Il y a tous les domaines. Il y a voilà, tout, absolument il y a tout. Hein. Il y a des emplois aussi, des gens qui ont trouvé des emplois. Tout ça, on peut les changer. Mais nous, on aime beaucoup les artistes, entre autres. On aime beaucoup. Alors, il y a aussi des gens qui cherchent à créer des groupes de randonnée. De randonnée, il y a oui, une invitation, absolument. là, très prochainement, pour aller de Paris à Versailles par les bois. Absolument, oui. On a un ruchiste. C'est 5 juin. Enfin, c'est 5 juin, quand l'émission passera, ça sera fini. Mais on en a d'autres, par exemple. Mais il y en aura tout l'été, j'imagine. On a un autre ruchiste, c'est comme ça qu'on l'appelle chez nous, les membres du Rucher, on les appelle les ruchistes. On a un autre ruchiste qui a posté une annonce où il cherche simplement à constituer, en Île-de-France encore, mais on peut en avoir ailleurs, un groupe de randonneurs pour, cette fois-ci, des randonnées plus régulières. C'est ça. Voilà, on peut tout à fait faire ce genre de choses. Et alors, revenons à la musique et à la danse. Alors, vous annoncez un concert de FTP, c'est pas franc-tireur partisan, c'est un rock identitaire. Je crois que c'est du rock identitaire, oui. C'est pas nous qui l'organisons, le Rucher, hein. C'est un ruchiste qui en a parlé, mais bien sûr, nous, et on donc relaie. vous invitez à y aller. Et puis alors, il y a un projet merveilleux, du 22 juillet au 5 août, il y a un festival de danse à Génetine, dans l'Allier. Génetine dans l'Allier. Alors ce festival, c'est pas le Rucher qui l'organise. Là encore, ce sont des ruchistes qui prévoient d'y aller et qui relaient et qui se disent, et qui disent c'est très bien, on connaît, c'est des danses françaises ou européennes, c'est très vivant. S'il y a d'autres patriotes qui ont envie d'y aller, eh bien ils peuvent passer sur le Rucher, répondre à cette annonce, et comme ça, les patriotes peuvent se retrouver pour covoiturer, etc. Et c'est vrai que ces danses-là, elles sont. Il se trouve que j'ai regardé un documentaire très long sur ce festival, qui est absolument remarquable pour ceux qui aiment danser. Absolument. On peut y danser, disons-le, 24 heures sur 24, pratiquement. 24 heures sur 24. Pratiquement. Alors, on vient avec sa tente, voilà. son sac de couchage, et donc on campe sur le site. Oui, absolument. Et toute la journée... Pour rendre hommage au créateur de ce festival qui existe depuis 30 ans. Hein. Oui. Il a été un peu perturbé en 2020-21, mais là, il vient de reprendre. C'est une très belle réalisation. Je le précise par des gens qui ne sont pas du tout d'une orientation politique quelconque à notre connaissance. En tout cas, nous, on n'a pas de rapport avec eux. Non. C'est juste que des ruchistes l'ont relayé. Et on est très heureux de le relayer, ça. On est d'autant plus heureux de ça que nous, au Rucher Patriote, et je profite de votre émission, Anne, parce que votre émission a une dimension culturelle qui me permet de le dire, alors que je ne le dis pas toujours ailleurs. Mais le Rucher est géré par une association qui s'appelle Propolis. Oui. On est toujours dans la thématique du miel. Et en réalité, le Rucher n'est pas la seule activité de notre association. On en a d'autres. C'est une association culturelle qui promeut la culture française, la langue française, notre patrimoine. Et entre autres, on s'intéresse à tout ce qui peut contribuer à ce patrimoine. Mais nous, certaines personnes dans l'équipe se sont focalisées sur les danses traditionnelles et folkloriques, les danses de France. C'est ça. C'est comme ça que je vous ai rencontré à une fête de Civitas. Et vous m'avez entraîné dans la danse. Il manquait une cavalière. Ou c'était peut-être, voilà, je me suis retrouvée avec beaucoup de bonheur parce que je trouve que les danses folkloriques... Et je tiens à dire aux téléspectateurs que Anne Brassier, dont on l'a découvert à cette occasion, danse très bien. Mais Anne Brassier surtout adore les danses folkloriques. Voilà. Et donc, j'ai participé à des danses en Bretagne, quand je louais des maisons en Bretagne, notamment à Sainte-Marine, et j'allais au Fest-Noz, et j'allais à des cours de danse, et j'ai vraiment pris conscience dans les Fest-Noz
que ces danses en cercle, où chacun se donne la main et va réagir au même rythme. Alors au début, vous êtes gauche, vous faites vos pas de travers, et la force du groupe est tellement grande que au bout d'un certain temps, le rythme vient en vous et vous ne faites plus de fautes. Et c'est philosophique, j'ai pris conscience que le groupe vous donnait ce rythme et qui a un bonheur à faire partie de cette chaîne qui est extraordinaire. Vous, Anne Brassier, qui avez le sens de la formule grâce à votre culture littéraire, vous m'avez dit un jour une phrase que j'ai retenue parce que je l'ai trouvée très très bonne. Vous m'avez dit tout simplement: un peuple qui ne danse plus est un peuple qui meurt. Oui, et c'est vrai que nos danses se sont un peu perdues et nous on essaye de les faire renouer. Alors notre association, comme ça, à côté du Rucher Patriote, on organise depuis déjà 3-4 ans des cours quand on peut de danse d'initiation aux danses traditionnelles et folkloriques et des balles. Par exemple, l'été dernier, on a organisé dans le Morvan un bal. Il y avait une cinquantaine de personnes. C'était très joyeux. On a fait tout l'après-midi des initiations aux danses. On a expliqué. Et puis le soir, on a fait un bal où les gens ont pu mettre en pratique ou découvrir même d'autres danses. Il y a des danses qu'on peut découvrir en direct. Il y a des danses collectives, comme vous dites, où on fait des cercles ou des carrés à 8 ou à 4, ce qu'on appelle des cadrettes ou des quadrilles. Oui. Le couple qui s'occupe de ça est un très joli couple. Très sympathique. Elle est très, très bonne pédagogue. Et lui joue. Elle avait un musicien à ses côtés qui joue de musique ancienne, enfin des instruments anciens. Mais ils ont formé un petit groupe. Ce dont vous parlez s'appelle Laurence, qui est ancienne championne de France de danse historique. Elle a un très très bon niveau. Elle fait de la danse traditionnelle depuis l'âge de 7 ans et qui nous a transmis au petit groupe qu'on avait constitué avec l'association Propolis qui gère le Rucher, mais qui fait donc aussi ses activités. Effectivement, elle joue de l'accordéon, elle nous a appris les danses. Et j'en profite pour lui rendre hommage et la remercier. Elle a un site. Elle a pas un site, mais ils ont formé un groupe ensemble qui s'appelle les Feux Follets. Les Feux Follets, voilà. Ils sont 3, et il y a un autre qui joue de la flûte à bec et de la cornemuse, et un troisième qui joue de la vielle à roue. Vous savez, cet instrument traditionnel où d'un côté vous tournez une manivelle, ça frotte les cordes, et puis on module de l'autre côté le son. Bien sûr. Ils sont remarquables, et j'ai envie de lancer un appel à certains maires de France, et pourquoi pas à des associations ou à des particuliers. S'ils ont un champ, s'ils ont un terrain sur lequel on peut s'ébattre dans les beaux jours, ils peuvent très bien faire venir ce couple. Absolument, je pense que leur déplacement ils doivent bien sûr en vivre, donc il doit falloir les dédommager de leur déplacement. Absolument. Et nous-mêmes au Rucher, parce que là on peut, dans les balles traditionnels, on essaie justement souvent d'avoir des vrais musiciens et pas uniquement une sono quand c'est possible. Et puis nous-mêmes au Rucher, on aime bien donner des initiations et faire découvrir ces danses. Et c'est aussi à partir de cette expérience, entre autres, de ce que ça fait quand on fait rencontrer des gens qui ont cet héritage culturel, ça crée un réenracinement. Un peuple qui ne danse plus est un peuple qui meurt, mais un peuple qui redanse, c'est un peuple qui revit. Et l'idée, c'est pas que de la danse. Le Rucher Patriote, c'est l'idée de fédérer ça, pas seulement pour la danse, mais pour tellement d'autres sujets. C'est-à-dire que la danse est une occasion de rencontre. Absolument, à partir du moment où vous rencontrez des gens que vous n'auriez jamais rencontrés comme ça, autrement, c'est la porte ouverte à d'autres aventures. Absolument. Et sur le Rucher, on a aussi des gens qui, du coup, veulent rencontrer des musiciens, veulent rencontrer parfois, ça peut être aussi des choses plus triviales, des gens qui veulent jouer aux cartes, par exemple, localement, parce que ça voilà, ou des gens qui veulent monter des associations. Le Rucher a une vocation d'être aussi une sorte de pépinière de projets, permettre que les gens se rencontrent et que des projets clubs, ça peut être des projets économiques aussi, un certain qui monte une entreprise. Vous mettez en relation. On met en relation, absolument. Les gens entre eux. Mais vous savez que la Bretagne, qui est l'un des pays où l'une des provinces de France qui est restée extrêmement vivante et très attachée à ses traditions. C'est une région où il y a des fest-noz partout. Et les jeunes y vont, et les jeunes sont très accros. Quand on propose, quand on maintient la culture vivante, car la culture, ça ne va pas être quelque chose de muséifié. C'est ça qui est bien aussi dans les danses, mais aussi dans tous ceux qui font de la musique, etc., qui cherchent à le faire vivre, à se rencontrer pour ça, via le Rucher. Eh bien, ce qui est bien, c'est que ça n'a de sens que quand c'est vécu. Les danses ne sont pas faites pour être regardées de manière muséifiée. On peut regarder des danseurs de très haut niveau au ballet, mais ensuite les pratiquer soi-même à un niveau plus modeste. Mais comme vous dites, il y a la force du groupe quand on est dans
dans ce genre de structure. Puisque vous parliez tout à l'heure aussi des problèmes d'annonces gratuites ou payantes, etc., nous, on encourage le développement d'une économie, donc on ne demande pas forcément aux gens. L'idée, c'est de rendre les patriotes puissants ensemble, pas forcément en dépensant plus cher, ni moins d'ailleurs, mais on veut développer une économie. On se dit que les gens qui dépensent au quotidien des choses dans des grandes entreprises mondialisées qui parfois promeuvent des courants idéologiques qui ne sont pas les nôtres, eh bien, chaque fois qu'on peut réorienter nos dépenses vers des patriotes, vers des gens qui partagent nos convictions, sans dépenser plus, eh bien, c'est mieux et on veut donner une plateforme qui le permet. Ça s'appelle l'éloge du local. Voilà, absolument. Ou de faire en sorte que vos dépenses aient du sens au niveau, soit en rapport avec vos idées, voilà, avec vos valeurs, avec nos valeurs patriotes. Et puis, une autre chose qu'on aime bien développer, c'est aussi la solidarité patriote. Par exemple, là, on est en train de mettre en place un nouveau service qu'on va encourager, qu'on va appeler l'hospitalité patriote, par exemple, ou l'hébergement patriote. C'est-à-dire qu'on a des patriotes déjà sur le Rucher dans toute la France. Et certains ont parfois des maisons, disent moi, je suis prêt à accueillir quelqu'un qui paquet de passage, un patriote qui vient, il peut dormir une nuit chez nous. Oui, oui. On offre l'apéro, c'est sympathique. Et on voudrait encourager ça. Les gens pourront mettre des annonces. Ouvrir les maisons. Voilà, pour dire peut-être que si un patriote a un déplacement à faire pour raison familiale, professionnelle, une conférence, quelque chose comme ça, souvent, qu'est-ce qu'on fait ? On va à l'hôtel ou voilà. Et s'il y avait un patriote dans le coin qui peut-être peut nous accueillir, ça crée de la convivialité, la chaleur. Si c'est pour une nuit, ça peut être offert. Si c'est pour un séjour un peu plus long, les gens peuvent discuter, négocier, on peut une petite indemnisation parce que c'est normal. Il ne s'agit pas non plus de demander aux gens de squatter. Voilà, absolument. On n'est pas là-dedans. Mais l'idée, c'est de créer aussi un réseau d'entraide qui rende service et puis qui recrée, qui retisse le lien de la convivialité, de la vraie fraternité finalement de ce qu'est un peuple. Eh bien, Thomas White, vous êtes extrêmement persuasif, mais en fait, j'étais déjà persuadée avant que vous n'arriviez. Donc, merci beaucoup. Donc, vous tapez, chers amis de TV Liberté, le Rucher Patriote. Oui. Il faut s'inscrire. Alors, pour ceux qui veulent nous rejoindre, il y a deux manières. Là, il y a la voie royale qui est d'être invité ou parrainé par quelqu'un qui est déjà membre. Oui. Mais si vous ne connaissez personne qui est encore membre, vous allez sur le site rucher-patriote.fr. Je parraine. Et voilà. Et vous avez une rubrique m'inscrire. Vous remplissez, il y a un petit formulaire, vous remplissez. Et si vous êtes en accord avec nos idées, eh bien, il n'y aura pas de souci. Bravo Thomas White et merci. Merci à vous, Anne Princier. Et merci pour cette aide proposée aux patriotes. Il faut se réunir, s'entraider pour devenir plus fort. Plus fort ensemble, absolument. Merci beaucoup. Merci à vous. Chers amis TV Liberté, à très vite.